Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Courrier Cadre. Je suis ravie de vous retrouver, je suis Fabienne Brocarel, la rédactrice en chef du magazine et du site internet Courrier Cadre, et on est réunis aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle. Donc je suis ravie de co-animer ce webinaire, je vais vous présenter mes invités dans 2 minutes. En attendant, n'hésitez pas à vous servir du chat. Alors d'abord pour vous présenter, nous dire bonjour, n'hésitez pas aussi à nous dire qu'est-ce que vous faites de beau, si vous êtes plutôt RH, manager, salariés, ça nous permettra d'aiguiller les échanges selon vos métiers et vos fonctions. Et pendant tout le webinaire, n'hésitez pas à vous servir du chat pour nous poser vos questions et on gardera un temps à la fin pour y répondre et je serai un petit peu votre porte-parole. Donc n'hésitez pas vraiment à vous servir du chat pour que ce soit le plus interactif possible. Alors on va parler aujourd'hui de comment faire face à la révolution de l'intelligence artificielle. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, certains ont très peur, d'autres sont très enthousiastes. Donc, on va essayer de voir un petit peu entre les mythes et la réalité d'aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle ne concerne pas nos métiers demain, mais nous concerne toutes et toutes dès notre quotidien, dès aujourd'hui. Et donc, pour en parler, pour aborder ces questions d'un point de vue RH, managérial, mais aussi collaborateur, je suis ravie d'accueillir tout d'abord Cécile Dejoux. Bonjour Cécile. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fabienne, Olivier Bonjour. et tout le monde. Bonjour. Vous êtes du coup professeur des universités, notamment au CNAM, et vous lancez, on aura l'occasion d'y revenir, un MOOC justement lié à l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Donc, professeur des universités au CNAM et donc directrice de l'Observatoire sur les transformations managériales et RH Learning Lab avec des entreprises extraordinaires, dont Cornerstone qui est avec nous. Et je suis ravie d'être avec cette magnifique entreprise qui fait de l'innovation. Moi, c'est bien, la passe est toute faite en cette Ah, période de Coupe du exactement. Monde de rugby vers Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à chacune et à chacun. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Donc je suis responsable Cornerstone, commercial, hein. Voilà. très bien. Et pour finir, Jean-Noël Chintreuil, bonjour. Bonjour. Alors tu es, je vais avoir du mal avec le vous, tu es du coup que fondateur de Change Factory et on va aborder avec toi le côté RH notamment. Ex- Exactement, puisque du coup, je travaille principalement avec les RH et les professionnels RH pour voir comment ils vont pouvoir utiliser avec efficience le monde merveilleux des intelligences artificielles. Alors pour commencer, Cécile, moi j'ai une première question. Quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde a en tête ChatGPT, et voilà. Donc du coup, est-ce que on peut démarrer en commençant? C'est quoi l'intelligence artificielle exactement? Ah, bah, je pense que c'est génial comme première question parce que c'est important de poser les bases. Alors en fait, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche qui existe depuis les années 1956 et il y a des briques technologiques différentes. Il y a plein de briques autour de tout ce qui est texte, alors c'est les chatbots, c'est la traduction. Après, il y a une deuxième brique autour de l'image, la reconnaissance faciale, le computer vision. Une troisième brique autour de tout ce qui est robots, les virtuels qu'on appelle les RPA ou les cobots, vous savez, ces bras qui sont dans les entrepôts pour soulever des charges lourdes. Et puis la quatrième brique, c'est les systèmes d'analyse, de prédiction et d'alerte. Donc ça, ce sont des briques technologiques. Et ce qui vient d'arriver en novembre 22, c'est l'IA générative. Et qu'est-ce que fait l'IA générative? Eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des ponts entre toutes ces briques et avec un texte qu'on appelle un prompt, une demande, une conversation, en fait, on va pouvoir passer du texte à l'image, du texte au code, et puis du code au slide, et du slide, on va pouvoir faire, par exemple, je ne sais pas moi, un chaînage, une automatisation. Et donc, c'est cette possibilité d'avoir plein de chemins différents qui fait que l'IA générative, qui est aujourd'hui très, très facile d'accès, et donc il y a une valeur d'usage très, très facile, fait que tout le monde parle aujourd'hui encore plus d'IA qu'il y a simplement un an. Voilà en quelques mots. Bon, très bien, c'est parfait pour commencer, tout est très clair. Il y a beaucoup de fantasmes et des fois de peur autour de l'intelligence artificielle. Si chacun vous aviez une idée reçue que vous aimeriez casser aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, ce serait quoi? Quel cliché on va combattre aujourd'hui? Olivier, peut-être pour démarrer. Je vais prendre la suite de Cécile. Effectivement, la stigmatisation, mais qui est bien naturelle autour de l'IA générative, qu'on sent justement sur la création de données et tout ce qui peut faire peur autour de ça. Et en fait, ça peut être tendance à masquer les différentes briques technologiques, les différentes couches technologiques qui constituent, j'ai envie de dire, un peu la boîte à outils de l'intelligence artificielle et qui permettent déjà de résoudre des problèmes complexes et d'aider
dans la vie quotidienne et professionnelle. Donc voilà, c'est peut-être ça qui m'agace un petit peu, c'est cette prédominance autour de l'IA générative qui masque les autres constituants de l'IA. Jean-Noël ou Cécile? Du coup, je vais prendre la suite d'Olivier, parce que c'est vraiment intéressant. Et merci Cécile pour avoir posé les bases. L'idée reçue numéro une pour moi et qui est double, c'est l'IA va me dévorer, l'IA va prendre mon Ouais. métier, ou que je corrèle avec plus on utilise l'IA et plus on devient stupide humainement. On l'entend vraiment dans tous les domaines, tous les genres, tous les âges, de penser que tout ça. Et mon premier point est juste de dire non, l'IA va pas prendre votre métier, mais c'est plutôt quelqu'un qui maîtrise l'IA qui va prendre votre métier. Donc c'est un autre humain qui va prendre la place d'un humain, mais c'est un humain augmenté ou enrichi de nouvelles connaissances liées aux intelligences artificielles. Voilà. Et après, on pourra revenir sur cette notion de plus j'utilise ChatGPT et plus je deviens stupide, qu'on entend aussi beaucoup et qui est vraiment, pour moi, l'un des plus gros préjugés du moment. Très bien. Cécile? Ah bah, j'aurais pu dire la même chose que à la fois Olivier et Jean-Noël, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais pour élargir le débat, je vais dire un préjugé moi qui me plaît pas, c'est quand on dit la France est en retard, ce sont les Américains et les Chinois qui ont déjà toutes les cartes en main sur l'IA générative. Eh bien non. Quand on regarde, les grandes personnes aujourd'hui aux États-Unis qui sont dans les entreprises d'IA, ce sont quand même des Français. Quand on regarde, on a une réglementation avec l'IACT qui va nous garantir, je pense, une certaine Mm. protection, etc., etc. Et je pense qu'en fait, on n'a pas du tout à rougir. On a des ingénieurs qui sont cherchés par tous les grands GAFA. Et donc, non, il faut être content de ce qu'on sait faire en IA en France, en Europe, en être fier. Et puis, on a surtout plein de budgets là, avec France 2030 qui vont soutenir les entreprises. Donc, je crois qu'au contraire, il faut être optimiste sur la prise en compte de notre pays et de nos talents en France, sur cette volonté de se développer avec l'IA. Donc, voilà, moi, je suis pour rester positive. Alors justement, quand on parle d'intelligence artificielle, on a une première question dans le chat qui est très intéressante sur, selon vous, les métiers qui seront les plus impactés. Est-ce que, il y a des secteurs qui, notamment aussi des fonctions, hein, des métiers qui vont particulièrement être impactés par l'intelligence artificielle dans les 10 prochaines années et qui donc vont devoir peut-être encore plus que les autres se transformer? Du coup, je vais débuter pour un début de réponse. Plutôt que de. Alors, déjà, quand on parle de 10 ans, j'ai envie de dire déjà dans les 2 prochaines années, on va réduire un tout petit peu la fourchette. Et ensuite, quels sont les métiers ou les fonctions? En fait, je vais renverser un tout petit peu la question en disant, il faudrait faire un vrai audit de toutes les fonctions et quels sont le pourcentage de tâches répétitives qu'on fait sur chacun de nos métiers, en fait. Et en fait, à ce moment-là, à partir du moment où on refait tous les jours quelque chose, ou 2 fois par jour, ou vraiment avec une fréquence élevée, c'est là où l'intelligence artificielle a vraiment son mot à dire en quelque sorte. Quand on prend, je prenais toujours, je vais parler pour les RH, et je disais régulièrement, ce n'est pas un responsable de formation, il n'y a aucune valeur ajoutée à faire la chasse aux documents administratifs ou à faire signer avant une formation. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée non plus à éplucher des catalogues de formation, des catalogues de prestations, de contenu. Euh, voilà, il n'y en a pas. Et pourtant, c'est le gros de leur travail est aussi là, tant en administratif qu'en ingestion de contenu. Bah non, mais un responsable de formation aidé par l'IA et un responsable de formation, son job, c'est de créer des parcours, de projeter vers les compétences de demain et d'aligner les possibilités de parcours ou le contenu existant ou de voir ce qui manque, les trous dans la raquette, etc. Et ben, à ce moment-là, on permet à un responsable de formation de vraiment explorer son potentiel et de faire son métier. Et ben, l'IA va avoir cette capacité à prendre en compte les signatures, faire des digests, on va dire en quelque sorte, des contenus, de mettre en avant les différents contenus ou les différents catalogues. Enfin, voilà, tout ce qui est répétitif et sans valeur ajoutée. Moi, je suis un grand défenseur du fait que l'IA a pour objectif premier de remettre l'humain au centre et de remettre en fait la création de valeur par l'humain. Tout ce Ça qui est fait écho. répétitif, tout ce qui est répétitif ou sans valeur ajoutée doit être jeté
par l'humain. On a un témoignage justement de Saïda dans le chat qui nous dit j'exerce dans la fonction RH. L'IA est une opportunité de se libérer des tâches administratives répétitives pour me concentrer sur l'essentiel, l'humain. Donc, on voit là Merci. déjà un premier gain, on va dire. Cécile, par rapport au métier, ou Olivier, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport aux métiers qui vous semblent les plus impactés. Dans l'Obs, cette semaine, il y avait un article, il était estimé que 40% des salariés devraient être requalifiés dans les 3 ans. C'est énorme. Alors, je vais dire, faut dire à cause, mais moi, je vais dire grâce à l'IA. Et quelque part, qu'on soit collaborateur, manager, et quelle que soit la fonction, la question, c'est plutôt qu'est-ce qui ne va pas changer, Mm, mm. Ouais, donc le plus prisme plus inverse. qu'un métier. Exactement. Mm, mm. Et Cécile, par rapport au manager, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on parlait là de gagner du temps, donc ça, on peut se dire qu'au quotidien, c'est top. Mais comment, là aussi, bah, la fonction managériale va changer avec l'IA? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, la réponse, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis d'accord à 1000% avec Jean-Noël que l'IA va automatiser des choses pas sympas et va nous faire gagner du temps et on va vous faire des choses plus intéressantes, plus complexes. Mais attention, jusqu'où? Parce que le gros problème, c'est que l'IA, elle va toujours plus vite, elle apprend super vite et elle va nous imposer un rythme. À un moment donné, il faut bien voir que dans le travail, c'est un tout. Des fois, on a besoin de faire des choses répétitives pour se reposer. On ne peut pas être tout le temps un sprinter. Et on a besoin parfois d'aller à la machine à café, de faire des choses répétitives parce qu'en fait, ça ne demande pas de réflexion et ça nous permet voilà, de faire une aération. Et donc, je crois qu'il y a un vrai équilibre. Et pour moi, il faut à la fois développer ses compétences pour être IA compatible et donc apprendre les bases, apprendre à prompter, apprendre à avoir un esprit critique, etc., etc. Mais en même temps, développer toutes les compétences que l'IA nous vole. Parce qu'il faut le dire, l'IA nous vole des compétences. L'IA, elle va nous obliger à lui donner de la connaissance. Et donc, elle va faire tout ce qui est facile et répétitif. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas être un senior avant d'avoir été un junior. Donc, comment on fait pour donner des jobs aux juniors alors qu'en fait, leur job, il peut être mieux fait par une IA? Donc, non. Là, il y a un vrai sujet. C'est pas parce que l'IA peut le faire qu'on ne doit pas avoir des gens dans l'entreprise qui le font aussi, même si c'est moins bien fait. Deuxièmement, je pense que c'est important de voir qu'en fait, l'IA, elle va nous pousser en termes de rythme, elle va nous surveiller, etc. C'est très bien pour plein de choses positives. Par exemple, pour des gens qui portent des cartons, le fait qu'on ait un système d'IA qui nous montre aussi notre position, elle peut nous casser le dos, c'est hyper positif. Mais en même temps, pour compter le nombre de cartons qu'on a fait dans la journée, ça peut être négatif. Donc en fait, c'est comme tout. Quelle est la charte, l'éthique de l'entreprise, où se situent en fait les limites entre la capacité d'aide et la capacité de surveillance. Donc pour moi, il faut être IA compatible et il faut développer ce que j'appelle les compétences par le care management. Et c'est dans cet équilibre qu'on restera en bonne intelligence avec des outils qui vont nous assister, vont nous aider, mais qui peuvent aussi être des outils de tracking. Donc il faut vraiment faire attention. Je ne pense pas qu'il faille être BA à 100%. Non, il faut être en connaissance pour décider et en conscience pour rester dans l'équilibre et en tout cas employable demain. Jean-Noël? Alors j'en profite pour mettre dans le chat le lien vers le MOOC qui a ouvert hier et qui a dépassé les 10 000 inscrits. Ah oui, c'est Donc c'est assez énorme. impressionnant. Ouais, donc là, c'est la folie. Mais tout ça, c'est grâce à tous nos partenaires, donc Cornerstone. Eh ben, on le remettra aussi avec le replay du webinaire. Jean-Noël, tu voulais réagir? Ouais, du coup, je vais réagir sur 2 points. Sur 2 points. Le premier, c'est qu'en en aucun cas, enfin, du coup, quand Cécile dit on va pas supprimer les pauses café, etc., je suis entièrement d'accord. Je pense vraiment que c'est justement ce côté informel et ces connaissances informelles, ces communications informelles autour de la machine à café qui font que on remette l'humain dans le sens du management ou de l'organisation ou des stratégies, ça fait vraiment partie. Ensuite, le deuxième, c'est de parler, je ne blâme pas je rebondissais aussi sur le chat, je ne blâme pas les tâches administratives en disant que tout doit être supprimé. C'est d'aller chercher de comment gagner du temps ou de l'impact Ouais. sur ces tâches administratives. Et en fait, plutôt que de dire, les tâches administratives vont être faites par l'IA et basta, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est il y a des gens qui aiment ça et on a besoin d'en faire en partie.
Et c'est OK. C'est comment on peut gagner en impact pour ne pas justement arriver jusqu'à cette forme de saturation. Ça, c'était mon deuxième point. Et bien sûr, avec tous les biais qu'on connaît, le biais de diversité, d'inclusion, de différence, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, la façon dont on nourrit ces algorithmes, dont on nourrit ces IA, bah, vont retracer, enfin, vont ressortir ou vont régénérer nos réponses. Donc attention à l'éthique, à la diversité, à l'inclusion. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Cécile, c'est bien sûr qu'il ne faut pas être ébloui par l'IA, mais il faut accepter d'être éclairé par elle. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose, on n'est pas ébloui par tout ça. C'est vraiment, on se laisse éclairer et c'est toujours derrière l'humain à l'humain de trancher. Et Mm, micro-point, on parlait des métiers. Bah, il y a quelque chose que je trouve très intéressant en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est intelligence artificielle dans la santé. mm, Et je tiens à dire aussi et à montrer que, par exemple, tout ce qui est radiologue, technicien de laboratoire ou autre, il y a l'interprétation des images médicales. Et aujourd'hui, ben, ça va de plus en plus loin. Il faut vraiment prendre ce qu'il y a à prendre pour venir enrichir encore les débats, les échanges. Et le but n'est pas du tout de supprimer l'humain, mais vraiment comment on enrichit tout ça. mm. Non, c'est intéressant. Alors, il y a des échos, il y a beaucoup de mouvements dans le chat, donc c'est Ouais. super. Il y a beaucoup de témoignages. Enfin, en tout cas, il y en avait un très intéressant au niveau des RH, que le fait de se fatiguer, enfin, justement, de faire que des tâches complexes, c'était fatigant et que du coup, ça enlevait voilà, ces petits temps de respiration, des fois, ou faire un petit tableau Excel peut aussi voilà, permettre de respirer. Pour parler un petit peu aussi du côté RH et client, du coup, Olivier, quelles sont aujourd'hui les attentes principales de vos clients en matière d'IA? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Par rapport aux attentes de l'IA, c'est-à-dire dans le fond, quelles sont les forces ou les promesses Mm, de l'IA auxquelles les clients répondent le plus, c'est d'abord l'augmentation de la valeur. Je fais écho aux tâches automatisées. Et le second point, c'est la capacité de prédiction. Ça, c'est des choses qui intéressent vraiment. Si je le décline dans notre cœur de métier, c'est-à-dire que l'IA va être d'abord sur tout ce qui est métier et compétences, hein. On parlait sur de l'identification de ces nouveaux métiers, l'identification des nouvelles des compétences. On connaît les difficultés de la mise en place de référentiels GPEC euh, qui prennent du temps, qui coûtent cher, qui sont difficiles à maintenir. Donc ça, l'IA peut amener là-dessus. Euh, Également sur la formation, avec là aussi la promesse faite par l'IA d'être en mesure d'individualiser plus facilement les contenus de formation qui sont proposés aux collaborateurs en fonction de qui ils sont, de façon très générale, mais aussi, comme l'a dit Jean-Noël tout à l'heure, bah, identifier dans les catalogues quels sont les contenus de formation qui vont développer telle compétence, telle aptitude et pouvoir faciliter cet aspect-là d'une façon, et aussi la mobilité, il y a aussi la mobilité hein, qui est une attente très forte, avec cette préoccupation de l'employabilité qui est une préoccupation presque individuelle. Ben, voilà, le pendant côté entreprise, c'est la mobilité. Donc, ça doit parler au RH et on doit permettre d'ouvrir de nouveaux chemins de carrière, de nouvelles possibilités grâce à l'IA aujourd'hui. Et en fait, si je prends ces différents exemples dans différents domaines un peu fonctionnels, verticaux, si je mets un peu de transversalité là-dedans, ce qu'on va attendre, c'est l'amélioration de l'expérience des moments collaborateurs et de l'utilisateur en général, en termes d'analyse de compétences, d'évaluation dynamique, d'être là au bon moment, euh, grâce à l'IA, justement. mm. Et comment on s'y Il y a prépare? peut-être un point, je voudrais quand Oui. même dire aussi que on a parlé des attentes de nos clients en matière d'IA. La dernière, quand on interroge nos clients, la dernière, ce qui vient en dernier, c'est l'automatisation de l'IA, c'est l'automatisation de la décision grâce à l'IA. Mm. Oui, ce C'est le qu'on dernier disait. point qui vient. Donc il y a une vraie conscience de cet aspect éthique qu'on évoquait, que Cécile et Jean-Noël évoquaient précédemment. Mm, mm. Et on avait des questions dans le chat et c'est très intéressant sur comment on fait quand on est RH pour préparer son entreprise et ses collaborateurs, hein, justement. On parle, j'imagine, beaucoup de formation. Quels seraient vos conseils pour les managers et les RH qui nous écoutent pour peut-être s'y mettre dès maintenant et s'y préparer? Qui veut se lancer?
moi, je veux Je bien me pense que. lancer. Ouais, Je pense Cécile, ouais. qu'il y a un premier sujet qui est vraiment déjà de savoir quelle est la stratégie de l'entreprise, en fait. Est-ce que l'entreprise, elle y croit? Quel est le comité de directeur? Enfin voilà, est-ce qu'elle y croit? Est-ce qu'elle a peur? Il faut commencer par le haut parce que ça, c'est fondamental. Quelle est la stratégie? Et surtout, réfléchir, je crois, à la façon dont on va mettre le cadre avec la création d'un comité éthique ou Ouais. s'associer à un label, à une certification, à quelque chose pour le faire de façon encadrée en ayant tous les éléments et en étant dans vraiment les bons réflexes, maintenant surtout avec l'AI Act. Donc je crois que c'est déjà une réflexion de stratégie. Ensuite, il faut dire aux collaborateurs ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire. Suivant les entreprises, c'est différent. Voilà. Donc, parce qu'autrement, vous allez avoir des gens qui vont faire du chat GPT en cachette et c'est un peu voilà, dangereux. Donc voilà. Donc ensuite, il y a les do's et les don'ts. Et ensuite, il y a toute une acculturation. Alors l'acculturation, c'est quoi? C'est la conférence, les workshops, c'est parler que si vous avez un LMS et que c'est j'imagine Cornerstone, parler avec le fournisseur, essayer de voir ce que font d'autres clients, c'est aller avec des entreprises comme celle de Jean-Noël pour pouvoir avoir peut-être un cas d'usage de façon plus détaillée, Ouais. etc. Et puis, c'est surtout, je vais y aller à petits pas pour moi, hein. C'est vraiment une démarche agile. On prend un problème, un pain point, on voit comment l'IA peut essayer d'être une solution, et puis ensuite, on essaye surtout de voir comment les métiers collectivement, collégialement, peuvent être transformés avec les collaborateurs. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que je crois que c'est les benchmarks en voyant ce que d'autres entreprises font. Voilà, d'où l'importance de ce webinaire, d'où l'importance du monde où il y a plein d'entreprises avec des cas d'usage. Voir ce que les autres font, ça vous inspire. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de comprendre les deux grandes différences. C'est que là, avec l'IA générative, on arrive dans le monde du faux. Avant, vous Mm. preniez votre calculette, la machine, elle vous donnait un résultat juste. Mm. Donc, vous aviez une confiance parce que la machine, c'était juste. Vous montez sur votre pèse-poids, en gros, à 500 grammes, c'est juste. Là, on arrive avec l'IA générative, avec des choses, il y a quand même 40 à 30% à 40% de choses fausses. Donc, Mm. il faut qu'intellectuellement, on apprenne à vivre dans Tout un à fait. environnement où il y a du vrai et du faux. Mm. Et donc, il va falloir s'endosser des compétences d'esprit critique, de où sont les sources, de comment je triangule l'information. Parce qu'en fait, on n'est plus dans nos environnements qui traditionnellement faisaient que la machine nous donnait des résultats justes. Donc c'est tout ça qu'il faut apprendre. Vous voyez, ce changement en fait de posture. Et c'est ces micro-détails qui pour moi sont importants à comprendre. Et c'est pour ça que des grandes entreprises comme Cornerstone ou comme Jean-Noël, hein, c'est Change Future, ton entreprise, c'est Factory. Change Factory. Change Factory. Eh ben, je pense qu'elles ont quelque chose que les autres n'ont pas en tant que formation, que ça, c'est qu'elles sont à la pointe de ce que les clients leur demandent. Donc, en termes de besoins, je pense que c'est vraiment les entreprises qui ont les bons besoins. Et puis voilà, nous, en tant qu'universitaires et observatoires, on est là pour décrypter, analyser, voir au niveau international, donner des clés. Mm. Mais je pense qu'il y a une vraie triangulation entre les entreprises, les Ouais. startups et le monde de la connaissance et de l'université pour justement aider chacun à écouter des podcasts, à s'interroger, à lire des articles, etc. Ouais, il y a une vraie culture apprenante aussi de Ouais. s'ouvrir à tout ça. Jean-Noël, tu voulais réagir? Ouais, bien sûr, j'allais juste rebondir sur quelque chose d'un peu qui existe. Nous, quand on intervient, un des premiers sujets est bien sûr autour de la feuille de route du COMEX. Cécile l'a dit de manière très juste, c'est que si à un moment, c'est pas une vision d'entreprise, une vision portée par le leadership, il y a pas de mise en mouvement. Donc, la première chose, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose et juste on n'est pas j'allais dire être dans le vent, c'est un truc de feuille morte, on le sait très bien. Ça veut dire que si c'est juste, il faut aller sur l'IA pour être dans l'IA, ça ne fonctionne pas. C'est, OK, qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais en faire? Donc, il y a une vraie prise de conscience par le COMEX en tant que tel. Derrière, quand ça redescend, c'est ce qu'on va appeler une acculturation ou un alignement sémantique. Est-ce que tout le monde, tous les métiers parlent le même langage, a les mêmes mots? Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire un prompt? Est-ce que tout le monde comprend quand on dit Enfin, voilà, tout ce qui concerne l'IA, c'est un alignement sémantique et une acculturation. Et derrière,
c'est là où il y a un impact métier derrière. Et je vais parler ensuite pour les métiers que je suis le plus, c'est-à-dire les RH. Nous, ce qu'on fait derrière, c'est on prend tous les cycles de vie, d'un cycle de vie candidat, un cycle de vie collaborateur, tous les cycles de vie qui existent, et on cherche tous les pain points, donc tous les points de friction, tout. Et on fait des listes complètes. Où sont les points de friction? Où sont les points et les choses qui grattent, les incohérences? On a des grandes listes. Et derrière, on construit en intelligence collective, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas les gens dans un aquarium et tout ça, on construit avec les gens métiers. Et c'est pour ça, enfin, on a beau maîtriser l'IA, ce qu'il faut, c'est maîtriser le métier. Et avec les métiers, on construit ce qu'on appelle des notes d'hybridation. Ces notes d'hybridation, c'est quel pourcentage est pris en charge par l'IA, quel pourcentage est pris en charge par l'humain. Et du coup, on a des vraies procédures de dire, OK, vous avez un problème sur l'organisation d'un événement, voilà, il y a 10% humain, puis ensuite 30% l'IA, puis ensuite reprise par l'humain. Et on fait des vraies procédures, des vraies notes d'hybridation qui derrière font gagner soit en impact, soit en temps, soit en efficacité aux humains. Et en l'occurrence, là, pour mes populations RH, sur tous les pain points humains. Et Mm. donc là, ça fait quelques mois qu'on fait ce genre de choses avec différentes entreprises, différentes institutions. Et du coup, on répond, enfin, ça veut dire répondre à des vrais besoins. En fait, là, le problème pour moi, et je pense que Olivier va pouvoir rebondir derrière sur le sujet. Le problème, c'est que quand on parle en générique, ben, on n'arrive à rien. Dire, ah, on va utiliser l'IA, on a un problème de recrutement, ça veut rien dire. C'est une entreprise avec un ADN, un pain point, un point spécifique dans les contraintes de l'entreprise. Mm, mm. Olivier? Ouais, ouais, c'est tout à fait vrai. Et je voudrais dire aussi que l'application de l'IA dans le domaine professionnel et des RH, etc., il ne faut pas oublier que c'est pas quelque chose d'apprendre ex nihilo, c'est quelque chose qui se croise avec, qui est au croisement de l'évolution de la société, d'une société qui se transforme, et ça va ensemble. Et, euh, et la problématique des fake news, de la fausse information, etc., c'est aussi sur une tendance où on était déjà dans un schéma d'infobésité avec des informations qui nous alimentent toute la journée, et cette nécessité d'avoir une capacité on va dire, de libre arbitre, de pensée critique là-dessus. Ça, c'est tout à fait vrai. Ensuite, pour reprendre sur pour le point de Jean-Noël, effectivement, toujours repartir du pain, de la douleur, du problème initial, et ne pas arriver avec j'ai envie de dire, des solutions toutes faites. Mm, Il n'y a pas de solution toute faite. Personne n'a envie que ça soit compliqué, mais c'est pas pour ça qu'on doit nier la complexité. mm, Et mm. parfois, il faut prendre en compte une vraie pluralité, une vraie complexité de l'organisation, du contexte culturel, etc., pour apporter une réponse qui est vraiment opérationnelle. J'adorerais vous dire qu'il suffit de poser le cornerstone et le sujet est résolu, et ce n'est pas le cas. Il y a une vraie démarche d'accompagnement, et c'est pour ça que dans nos démarches, on cherche toujours à repartir du pourquoi. Et je pense Mm. que c'est absolument essentiel. L'IA n'est pas la solution à tout. Quand vous allez formuler le pourquoi, il y aura des composants de la boîte à outils IA qui seront pertinents dans votre contexte particulier et d'autres qui ne le seront pas en fonction de la maturité, en fonction de la stratégie, comme évoqué Cécile. Et c'est ça qui est le plus important à prendre en compte. Mm, mm. Jean-Noël? Ouais, ça revient toujours à dire ce qu'on dit depuis des années, se dire l- les outils ne sont que passagers, les outils sont pas importants, ce qui compte, c'est la stratégie. Mm, mm. Derrière, c'est qu'une fois que la stratégie est posée, bah, c'est les outils qui vont s'adapter à cette stratégie et on va aller chercher. Aujourd'hui, dire est-ce qu'il vaut mieux utiliser Midjourney, ChatGPT ou n'importe, enfin, ça ne veut rien dire. C'est aujourd'hui, c'est j'ai une problématique, comment j'utilise ce que j'ai à disposition pour pouvoir vraiment travailler. Et j'adore, enfin, je vais citer mon grand-père. Mon grand-père disait quand un artisan n'a qu'un marteau, tout a une tête de clou. Et en fait, aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire passer ChatGPT et tout ça. Bah, tout le monde a ChatGPT, donc bah, tout doit être passé au filtre ChatGPT, ce qui est une Mm, erreur. mm. Mm, mm. Ouais, c'est intéressant. On parlait justement de comment s'adapter. Alors, vous parlez, l'air de rien, beaucoup de soft skills, hein, avec faire l'esprit critique, faire preuve d'agilité. Cécile, quelles compétences on doit tous peut-être développer et accentuer pour justement bien travailler avec l'intelligence artificielle? Oui. Alors en fait, déjà,
est-ce qu'on a le droit de l'utiliser dans l'entreprise ou pas? Mhm. Quel type d'outils on a le droit d'utiliser dans l'entreprise? Est-ce qu'on a le droit de les utiliser pour un métier, une tâche, ou est-ce qu'il faut passer par le lab d'innovation et être un peu avec les hackers de l'entreprise pour le faire? Est-ce qu'au contraire, on utilise des outils qui intègrent l'IA générative et on ne le sait pas? Voilà, parce qu'en fait, c'est tellement naturel qu'on ne le sait pas. Ouais. Donc déjà, je crois que c'est important de répondre un peu à toutes ces questions. Et suivant les entreprises, les réponses, elles sont différentes. Moi, ce que je vois aujourd'hui et ce que j'ai essayé de dessiner, c'est par exemple dans la journée d'un manager. Si on est dans un monde idéal, qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative changerait? Et donc, dans le MOOC et dans le site internet, on a essayé de voir qu'en fait, ça lui ferait faire ses mails différemment. Ça Mhm. lui ferait faire ses présentations PowerPoint différemment. Ça lui ferait faire sa présentation en figital différemment. Mhm. Ça lui ferait faire ses comptes rendus. Et puis, sa formation, au lieu de la faire classiquement, eh bien, il va prendre des voix synthétiques, il va prendre des outils qui permettent d'avoir la traduction en temps réel et il va les chaîner avec deux, trois, par exemple, extensions ou plugin ChatGPT, et au lieu d'avoir une formation faite en 1 heure, il va la faire beaucoup plus rapidement et surtout l'automatiser et donc etc. Bref, tout ça fait que on a essayé d'imaginer tout ce que concrètement ça changeait pour un manager si on était dans l'entreprise idéale. Premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il y a une question de fond. C'est que toute l'interaction avec ces IA génératives, elle passe par cette nouvelle façon qu'on appelle le prompt. Mhm. Et pour moi, la question, elle est très simple. Est-ce qu'il faut que chacun fasse des prompts et donc apprendre à prompter? Est-ce qu'il faut que l'entreprise achète des prompts? Ou Mhm. est-ce qu'il faut que l'entreprise, comme elle a fait ses référentiels de compétences, fasse des référentiels de prompts pour que tout le monde ait les mêmes prompts? Donc ça, c'est une vraie question essentielle à se poser. Et donc, vous voyez, donc, c'est un peu dans ces grands questionnements qu'on avance et qu'on essaye d'avoir des réponses qui seront différentes suivant les entreprises. Donc, les outils, les lieux d'expérimentation. Si on est dans la journée idéale de mon métier, qu'est-ce que l'IA change? Ensuite, quelle est ma décision de l'entreprise par rapport au prompt? Voilà. Et ensuite, pour être IA compatible, comment je peux envoyer un invité mystère dans un système d'IA pour voir s'il bug, il y a des biais ou pas? Ça, c'est très intéressant. Et comment je les détecte, en fait, ces biais? Et comment je fais pour les arrêter? Et comment je fais ensuite pour tout de suite être capable de savoir quels sont les derniers outils d'IA qui existent qui peuvent m'aider? Parce que mon problème, c'est que dans une journée, j'ai peu de temps et il se passe tellement de choses que c'est impossible humainement de voir tout ce qui se passe. Donc, heureusement qu'on a des méta-outils qui nous aident par rapport à nos besoins à trouver les meilleurs outils. Heureusement qu'on a des méta-prompts qui nous aident à avoir les bons prompts. Donc, en fait, on rentre et dans le domaine du faux et dans le domaine du méta. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'adore observer les entreprises pour trouver ces clés qui sont en fait des nouvelles clés du monde du travail. Donc, je ne peux pas répondre à la question qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Je peux répondre de façon méthodologiquement. Il y a tout le champ du prompt, il y a tout le champ de l'expérience métier, il y a tout le champ de comment je fais pour repérer avec de la veille, de la curation, les nouveaux les outils qui arrivent, comment je fais pour voir où sont les problèmes, les biais, tout ce qui en fait sont les pièges dans lesquels de toute façon je vais tomber, et comment je fais pour repérer le fake. Voilà pour les grands axes. Je ne sais pas Grands si j'ai enjeux. répondu, Fabien. Oui, 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 tout à fait. On avait une question aussi par rapport peut-être à la question d'équilibre. On parle beaucoup d'automatiser certaines tâches. Et Jean-Noël, on avait une question par rapport au recrutement. Par exemple, d'automatiser les mails de réponse aux candidats et de trouver le bon équilibre avec la personnalisation, justement avec l'humain derrière. Donc, quel serait le conseil, même si on insiste beaucoup, il n'y a pas une généralité et la recette magique, mais comment on peut trouver, quand on est par exemple recruteur, le bon équilibre pour pas non plus tomber dans le tout machine où certes on aura répondu, mais Ouais, avec non. un petit peu moins d'humanité quand même. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que enfin, des choses très simples, c'est un vrai exercice d'empathie. Et on parlait tout à l'heure des soft skills à posséder. Et cette notion d'empathie, c'est de se mettre à la place de celui qui reçoit ces mails. Est-ce qu'on a envie d'avoir un merci, votre connaissance nous a beaucoup plu, à très vite. Enfin, ou est-ce qu'il y a un minimum de personnalisation et pas juste de la fausse personnalisation? Bonjour, hashtag prénom, etc. Enfin, ça, on sait que ça marche pas. Donc, mon point est juste de comprendre qu'est-ce qui peut être amélioré
et qu'est-ce qui peut être amélioré dans le process par l'IA. Donc, avoir un rappel ou quelque chose de dire, OK, on sait que c'est un message automatique ou automatisé, et dans ce cas-là, on le précise. Je suis vraiment pour une transparence de process, de dire, voilà, vous allez recevoir, vous venez de déposer une candidature, il y a un message automatique qui est dit comme automatique, et on a un engagement de process de répondre dans les 12 jours ouvrés, etc. Et là, d'amener un peu plus. En fait, le point sur le recrutement est plutôt que de réfléchir sur l'entièreté, encore une fois, du process, de savoir à quel moment on a besoin d'un humain, de réfléchir à, à la part, j'allais dire, d'humanité et d'intelligence ou d'artificialité qu'on souhaite incorporer ou quelle image on veut donner. Parce que si on prend les valeurs de certaines entreprises qui sont dans la notion de on est ensemble, on est humain avant tout, etc., bah, c'est vite compliqué de tout automatiser ou même d'automatiser à 80%. Donc, c'est quel respect de ces valeurs et comment on fait ça, on réfléchit, on prend un pas de recul pour voir. Donc, sur la notion de recrutement ou de process, je, je, je- je recommanderais plutôt de revoir le process avec l'IA, d'automatiser ce qu'il faut pour faire gagner en efficacité ou en non-désamour du candidat, mais pas Ouais. d'accentuer, je veux dire, ce côté on shoot parce qu'il faut shooter, il faut répondre. Mm, mm. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste encore 5-10 minutes, donc avec plaisir pour les relayer. Olivier, comment vous avez fait, vous utilisez donc du coup l'IA, comment vous avez fait quand on parle d'éthique, de limites, de où est-ce qu'on met le curseur, est-ce qu'il y a une charte, comment ça se passe chez Cornerstone justement pour encadrer tout ça quand on parlait aussi des biais? Oui, tout à fait. En fait, c'est une démarche un petit peu similaire à ce qui a été mené quand il y a eu la mise en place du GDPR. Donc, en fait, toute la problématique autour de la protection des données Mm, individuelles. Et en fait, ce qu'on va retrouver au centre, j'ai envie de dire, c'est l'intention. Nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on processe des données. Ce que le client en fait, bah, ça ne nous intéresse pas, c'est sa responsabilité. mm, mm. Et en réalité, j'ai envie de dire, avec l'IA, c'est un petit peu la même chose. Quelle est mon intention initiale en matière de recrutement, en matière de formation? Et j'ai envie de dire que c'est ça qui doit guider. Donc nous, ça nous guide dans nos solutions, l'élaboration de nos solutions, ça nous guide dans nos pratiques en interne. Et en réalité, cette question, elle doit se poser aussi chez nos clients. Quelle est la question, quelles sont les questions sur lesquelles j'attends de l'IA une réponse plus performante, ayant plus de valeur, etc. Et quel garde-fou je mets, comme par exemple, qui prend la décision au final. On parlait du recrutement, c'est une vraie question. Il y a des choses qui sont pas du tout nouvelles. Il y a toujours eu des questions de présélection dans un formulaire de candidature, et si on n'a pas le permis, on ne peut pas postuler à certains postes, et ça, c'est une chose. Mais là, on va bien plus loin, et dans quelle mesure ça reste une aide, des faisceaux d'informations qui vont permettre d'amener la meilleure décision pour l'entreprise, mais aussi pour le candidat. Donc ce cadre éthique, il est bien sûr chez l'éditeur, Cornerstone, et il est aussi chez le client simultanément, avec quelle est mon intention dans l'usage de l'IA. Mm. Oui, l'intention est intéressante. Et justement, comment ne pas devenir peut-être un petit peu esclave de l'IA quand on parlait tout à l'heure de fatigue, voilà, de tout ce que ça peut entraîner en termes de charge mentale. Cécile, on parlait aussi du management par le care. C'est quoi exactement ce nouvel équilibre aussi à trouver pour ne pas s'oublier derrière tout ça? Oui, c'est qu'en fait, l'IA, c'est super important et il faut s'y mettre. Voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'y mettre et c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va gagner du temps, on va faire des choses plus intéressantes. Les paralysés vont pouvoir parler, vont pouvoir marcher. Enfin, c'est extraordinaire le monde qui s'ouvre à nous. Donc, il faut s'y mettre. OK. Ceci dit, il faut savoir qu'il y a des dangers. Les dangers, c'est qu'en fait, c'est tellement efficace que si on commence à se comparer à elle, on va se sentir vraiment nul et donc on peut avoir une vraie perte de confiance et c'est un des gros problèmes. Le deuxième danger, c'est qu'en fait, comme elle fait les choses les plus faciles, on n'a plus besoin de les faire, mais comment on peut évoluer si on n'a pas appris par des choses faciles, c'est impossible. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'il va falloir faire tout en étant moins bon que la machine. Et ça, c'est dur à avaler. Hein, on a tous notre petit ego, il faut quand même bien le reconnaître. Mm. Voilà. Et donc, en fait, le point, c'est que souvent, l'IA, elle va nous laisser des choses
qui sont des choses complexes et donc on va devoir être sans cesse le sprinter, ou alors elle va nous laisser des choses pas sympas à faire et dans ce cas, ben, c'est compliqué. Donc, il faut se protéger soi-même et le care, c'est prendre soin de soi et de sa façon dont on travaille et se reposer des questions de fond. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon travail, je suis efficace, j'ai de la valeur ajoutée? Pour ça, il faut accepter ses limites humaines. Je ne peux pas être tout le temps multitâche parce que je vais m'épuiser. Mon cerveau, il ne peut pas faire 4 choses en même temps. Ce n'est pas possible. Il peut en faire 2, dont une automatique. C'est pour ça qu'on peut conduire et puis parler, mais on ne peut pas conduire et regarder son téléphone. Donc, c'est tout ça qu'il faut apprendre. Et le care, c'est se protéger pour retrouver une valeur au travail où on travaille différemment, on gère son agenda différemment, on gère sa mémoire différemment, on gère son énergie différemment, etc. Et surtout, on réapprend, eh bien, en tant que manager, à gérer son équipe différemment. Et tout ça, il y a des systèmes de management positifs qui permettent d'avoir vraiment des choses très efficaces. Donc, le management par le care, c'est le self, le team et le planet care, c'est travailler différemment dans ce monde technologique où l'IA va nous imposer un rythme, une performance, une productivité qui est plus importante. Et pour ça, si on ne veut pas se griller, il faut se protéger. En effet, pour tenir sur la durée aussi, c'est important. On a une remarque par rapport aux étudiants qui se servent déjà de l'IA dans leur cursus, qui arrivent dans le monde du travail en connaissant ces outils. Est-ce qu'il y a une question générationnelle pour vous avec l'IA ou pas du tout? Ben non, c'est très bien qu'ils utilisent l'IA, il n'y a pas de problème. Il faut leur apprendre. Il faut surtout leur apprendre les nouveaux outils. Donc, il faut leur apprendre qu'en fait, eh ben, c'est bien qu'ils utilisent l'IA. La seule chose, c'est qu'on va vite le savoir. Parce que comme on a des logiciels anti-plagiat, on a des logiciels anti-IA. Et puis, c'est d'avoir 10 fois la même copie, c'est un peu fatigant, hein. Donc, bon. Donc, il faudrait mieux qu'ils apprennent à faire un bon oral parce que demain, ils seront tous évalués sous un TEDx. Donc, en fait, voilà, il faut s'adapter. Et du Et coup, alors, surtout, il faut les aider à travailler avec eux et avec les IA, hein, quelles qu'elles soient. mm, mm. On a une question intéressante. L'IA ne va-t-elle pas laisser une partie de la population sur le bord de la route? Pareil, on avait la même question tout à l'heure quand on parlait des tâches répétitives administratives qui, du coup, pouvaient être gérées par l'IA. Jean-Noël, tu veux répondre? Ouais, je vais rentrer parce que je pense que c'est vraiment un point très intéressant. Alors, prenez des pincettes avec mes chiffres parce que je les cite de tête. Je crois que c'est 40% des travailleurs vont devoir se requalifier ou améliorer leurs compétences d'ici 2030. Et donc, du coup, 40% des travailleurs dans 7 ans, enfin, allez, 6 ans presque maintenant, c'est énorme. Et du coup, ça rejoint aussi bien les étudiants que les gens dans tous les types de métiers. C'est, OK, comment j'apprends à changer? Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années. Moi, j'ai appris, je me sens vieux quand je vais dire ça, attention, j'ai appris à coder en C, enfin, le langage C. Bon, bah, aujourd'hui, plus personne l'utilise et c'est OK, mais du coup, on apprend à apprendre. Et ce que disait Cécile tout à l'heure et relayé très bien par Olivier, c'est le côté soft skills. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est pas tout d'avoir des outils magiques ou non magiques, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière et comment on va mettre en place cette capacité, cet esprit critique, cette capacité à apprendre, cette capacité à prendre soin, cette capacité à déceler le vrai du faux, cette capacité à être en empathie pour pouvoir derrière vraiment déceler et grandir. Je pense que cette notion de requalification, alors ça passe beaucoup mieux en anglais, je suis désolé, c'est l'upskilling, on en parle beaucoup, donc cette notion d'upskilling est liée à l'IA est clé. Et j'ajoute là, depuis peu, on a eu toute une mission sur la notion on parlait des référentiels de compétences, ben, un de nos clients nous a dit, ben, OK, voici un référentiel de compétences, maintenant est-ce qu'on peut le passer au travers de l'IA et ça ne voulait pas dire d'avoir une nouvelle compétence autour de l'IA. Non, ça veut dire quand on fait de la gestion de projet, ce qu'on évaluait par exemple de 0 à 100 avant, bah maintenant avec le biais de l'IA, bah, les normes sont en train de changer, les échelles sont en train de changer. Et il vaut mieux accompagner intelligemment, j'allais dire, les populations. Et j'insiste sur toutes les populations, les stockistes, les gens en chaîne de prod, l'école blanc, l'école bleue, tout le monde à prendre en compte, à comprendre ça et pas juste à agiter ChatGPT dans les magazines ou dans les médias comme un espèce d'épouvantail. ChatGPT va nous manger. Voilà, vraiment de les accompagner sur leur upskilling et sur leur requalification. Mm, mm. Ouais.
Olivier? La nécessité de se former, effectivement, il y a le double aspect, hein. Il y a effectivement l'entreprise qui a le challenge d'avoir les bonnes compétences au bon moment et qui aujourd'hui pourrait se retrouver dans une situation où elle a, entre guillemets, trop de compétences disponibles pour les métiers d'hier, pour les tâches d'hier, et pas assez de compétences pour les métiers de demain. C'est un challenge, et donc c'est le challenge du reskilling et de l'upskilling qu'évoquait à l'instant Jean-Noël. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le pendant côté collaborateur, où il n'y a pas de doute sur le fait qu'aujourd'hui, quand même, et que chacun est quand même conscient de sa propre employabilité. Donc, cultiver cette envie d'apprendre, euh, côté collaborateur, côté manager, côté salarié, c'est aussi important que l'entreprise donne cette possibilité-là, parce qu'à un moment, les chemins doivent se croiser pour que le système de travail fonctionne. Il faut qu'il y ait un alignement, des deux côtés. Mm. Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les trois. C'était très intéressant. Puis au-delà, tu voulais réagir, Jean-Noël? Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai un micro-point sur Vas-y, non, mais c'est parce que c'est tombé deux fois dans la discussion, sur le chat, sur la relation sociale, IA, tu les fais bien. GPEC et tout ça, parce que Ouais. c'est un point clé. J'insiste, il y a pas de magie. Pardon, hein, je vais faire une réponse au mille normand. Il n'y a pas de magie. L'idée derrière, c'est la première phase est une vraie phase de prise de conscience et d'accompagnement à la compréhension des enjeux et du périmètre. Donc, que ce soit pour les relations sociales, pour la GPEC, pour tout ça, l'idée, c'est on s'assoit, on explique correctement et on arrête de dire encore une fois, l'IA va vous manger, l'IA va vous remplacer. Mhm. C'est juste, on apprend à parler le même langage. Et du coup, donc il y avait une question de Delphine sur les relations sociales. C'est vraiment l'idée de se mettre autour d'une table et de montrer comment c'est fait. C'est pas, et dans toutes les entreprises, c'est pas l'IA arrive, donc on vire la moitié des gens ou les trois quarts des gens. C'est pas ça. C'est vraiment se poser. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Et une fois Ouais. qu'on a appris à parler le même langage, on monte d'un étage et on apprend à partager la même culture. Et ensuite, on peut résoudre ensemble les mêmes problèmes. Mm, mm. C'est une étape importante, en effet. Cécile? Oui, oui, juste pour dire que je rejoins complètement ce que vient de dire Jean-Noël et Olivier. L'acculturation à l'IA, ça devient une responsabilité, un élément de la responsabilité sociétale des entreprises. Tout Voilà, c'est un nouvel alphabet. C'est vrai. On est dans un nouveau monde, il y a un nouvel alphabet et l'entreprise a comme responsabilité sociétale d'aider les collaborateurs à comprendre et à parler ce nouvel alphabet. Voilà. Sachant que ChatGPT, c'est le premier, donc on le garde en mémoire, mais il y a tellement d'autres outils incroyables Mm. très intéressants qui peuvent vous faire gagner du temps. Et d'ailleurs, demain, quand vous allez utiliser n'importe quel outil de bureautique, mais je pense à la suite Office, l'IA, elle sera totalement intégrée. Vous ne vous apercevrez même pas que vous allez l'utiliser. Et vous allez voir qu'en fait, elle va vous proposer des mails automatiques de réponse à vos mails. Et vous allez peut-être gagner une demi-heure. Vous serez peut-être très content. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette demi-heure? Si c'est pour aller faire un one-to-one et parler avec votre collaborateur, ça, c'est du positif et c'est de l'humain. Si c'est pour slicer sur les réseaux sociaux, là, vous serez tombé dans le piège. Et ça s'appelle de l'addiction numérique. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment, Fabienne, parce que j'ai Avec grand découvert plaisir. Mhm. Jean-Noël, hein, je suis ravie. Et puis, plein Merci d'auditeurs beaucoup. aussi. Eh ben, le plaisir était Merci. partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois et merci à tous les participants parce que vous avez été très dynamiques dans le chat. Donc, c'est super intéressant pour nous quand voilà, il y a des réactions et des témoignages comme ça. Le replay sera disponible sur YouTube et du coup, vous aurez aussi voilà, tous les liens pour retrouver le MOOC et le dossier spécial aussi qu'on avait fait dans Courrier 4 cet été sur l'IA. Voilà, très bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup À à très tous. bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.